À 23h17, 7 minutes ont suffi pour faire disparaître Dar es Salaam du monde connecté, une brièveté qui a creusé une faille plus vaste que 6 décennies de stabilité. Qu'un effondrement numérique de 90% puisse révéler davantage qu'une année entière de discours officiels expose une contradiction brutale entre contrôle affiché et fragilité réelle. Pour le continent, la question devient immédiate. Que signifie ce silence forcé pour l'avenir d'une Afrique qui se regarde désormais dans le miroir d'Ibrahim Traoré? Un souffle coupé, puis une inquiétude qui s'étend. Ce récit promet d'exposer ce que la panne tanzanienne a réellement révélé. Non pas un incident isolé, mais un test grandeur nature de la souveraineté numérique africaine. La promesse est simple, offrir une lecture claire, 10-12 mots, sur ce que devient la liberté lorsqu'elle dépend d'un signal fragile. Parce que entre les versions officielles, les données qui contredisent, et les images étouffées puis ressurgies, se joue un enjeu dépassant la Tanzanie. Celui d'un continent qui découvre que son autonomie technique peut être suspendue en quelques minutes. Le risque est double, perdre la confiance des citoyens et céder à une narration imposée. Et c'est précisément ce qui rend l'analyse indispensable. Les chiffres de NetBlocks, les flux VPN, les réactions des campus, tout converge pour montrer que le blackout a été autant un révélateur qu'une rupture. Et une question rampe déjà sous la surface. Micro-hook nécessaire. Si 7 minutes suffisent à effacer un pays en ligne, combien faut-il pour reprendre la maîtrise de sa propre histoire? La vérité est apparue d'abord sous la forme d'un simple relevé. 7 minutes d'effondrement total et une chute synchronisée de 90% du trafic enregistré sur l'ensemble des fournisseurs tanzaniens. Puis un second chiffre a fissuré le récit officiel. Dans les 24 heures suivantes, le ralentissement supplémentaire atteignait encore 42%, confirmant que la coupure n'avait rien d'un accident. Ce double constat a obligé les observateurs à revoir entièrement la lecture d'un événement présenté comme une panne technique. Car si la Tanzanie s'est tue, ce n'est pas la technique qui a parlé en premier, mais les données, un terrain où le hasard laisse rarement autant d'empreintes alignées. Et c'est précisément là que se referme la question ouverte dans le hook. Le silence numérique, loin d'être un vide, révèle l'architecture cachée d'un pouvoir. À Dar es Salaam, les Russes ont ressenti ce basculement avant même que les journaux n'osent l'écrire. Les bureaux de vote de Kimar et d'Obongo flambaient déjà. Les images circulaient par VPN, disparaissaient, réapparaissaient, comme si chaque fragment cherchait une brèche dans la censure. Les étudiants reprenaient la phrase d'Aïcha. « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue » et en faisaient un mot d'ordre muet mais contagieux. Dans ce chaos encore informe, un fait s'est imposé. Ceux qui perdaient l'écran redécouvrirent la voix. Les taxis klaxonnaient en rythme, les vendeurs frappèrent des casseroles, les campus se transformaient en relais improvisés. Le réseau, amputé de ses câbles, se recomposait sous forme humaine. Et pendant que les ministères tanzaniens répétaient la version d'une réparation en cours, un autre regard, situé à 4000 km, interprétait les signaux. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré examinait les données, non pour désigner un coupable, mais pour comprendre ce que signifiait une panne capable de remodeler la confiance publique en quelques minutes. Sa lecture rejoignait celle de la jeunesse tanzanienne. Un blackout n'efface pas un pays. Il révèle à quel point la vérité dépend du courage de ceux qui refusent le silence. Aïcha, 22 ans, étudiante à l'université de Dar es Salaam, est devenue sans le vouloir la première boussole de cette nuit de rupture. Quand son téléphone s'est figé, écran noir et notification muette, elle a levé l'appareil comme on lève une preuve, non pas pour montrer qu'elle ne pouvait plus parler, mais pour signaler que quelqu'un venait d'essayer de lui retirer le droit d'être entendu. Son dernier selfie, posté juste avant la panne, portait une légende anodine devenue slogan. « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue ». Ce geste minuscule a circulé comme une étincelle. Sur le campus, les couloirs se sont animés de chuchotements, les étudiants ont commencé à se regrouper par grappes, cherchant à comprendre ce que signifiait l'absence de réseau. Dans un dortoir, 3 jeunes ingénieurs au chômage ont monté un réseau maillé de fortune, reliant les bâtiments par des routeurs récupérés et des clés USB. Chaque minute ajoutait une improvisation nouvelle, comme si le vide technique révélait une capacité d'organisation longtemps contenue. Une autre scène s'est jouée quelques rues plus loin.
des chauffeurs de taxi, privés de leurs applications habituelles, ont imprimé à la hâte des tracts qu'ils faisaient passer de main en main. Le message l'y tenait en une ligne. La vérité ne se débranche pas. Dans une ville sidérée par le silence forcé, ces feuilles devenaient un outil d'orientation, un point de repère pour comprendre ce qui se déroulait. Ces micro-actions composent le fil précoce d'un mouvement naissant, la perception que lorsque l'écran s'éteint, le pouvoir ne disparaît pas, il se déplace. Et ce déplacement appelle une question simple que chacun doit affronter. Qui protège la vérité quand les connexions chutent ? Le déclencheur survient à 23h07, une coupure nette, une disparition soudaine du trafic. Les opérateurs enregistrent une chute instantanée, 90% d'activité en moins, puis un effacement complet sur plusieurs nœuds essentiels. Aucun préavis, aucun ralentissement progressif. Le pays bascule dans l'ombre numérique. Les responsables techniques évoquent des câbles sous-marins, mais les journaux de données ne montrent aucune anomalie de latence préalable. Tout s'arrête comme si quelqu'un avait tiré un interrupteur unique. Dans les rues, les premiers habitants lèvent les yeux vers des lampadaires encore allumés. L'électricité continue, mais la voix du pays s'étouffe. Quelques minutes plus tard, les campus réalisent en la portée du choc. Les réseaux sociaux gelés, les messages bloqués, les vidéos impossibles à charger. Les étudiants comprennent que la panne frappe simultanément tous les fournisseurs. Un scénario improbable sans coordination. Les VPN se multiplient, les fichiers se compressent, les téléphones s'échangent comme des lampes. Aïcha et d'autres jeunes commencent à enregistrer ce qu'ils voient. Une rumeur enfle, bureau de vote, de Kimar incendié, Obongo bouillonne. Des urnes renversées apparaissent quelques secondes en ligne avant d'être effacées puis réapparues ailleurs. La coupure ne masque plus l'information, elle la déforme, la fragmente, la pousse à s'échapper autrement. Le chaos atteint son sommet au milieu de la nuit. Les taxis forment des cortèges sonores. Les vendeurs tapent sur des casseroles pour produire un rythme que personne ne peut censurer. Les universités se transforment en relais improvisés. Un VPN artisanal, monté par 3 ingénieurs sans emploi, relie Dar es Salaam à Nairobi en déjouant les filtres officiels. Les vidéos censurées franchissent la frontière en moins de 2 heures. Sur l'une d'elles, une mère cherche son fils dans la fumée d'un gaz lacrymogène. Une autre montre des journalistes acculés contre un mur pendant que leurs cartes de presse sont confisquées. La ville vacille. Le silence imposé devient un bruit énorme. Au même moment, Dodoma se barricade. Les bureaux ministériels tirent les rideaux. Les écrans internes diffusent des images de calme, tandis que la rue hurle son contraire. Un convoi de SUV noirs entre dans le palais à 2h du matin. Autour d'une table, ministres et chefs de sécurité produisent un document classé. Le rapport ouvre sur un mot incontrôlable. La présidente Samia Suluhu Hassan écoute sans interrompre. Son conseiller murmure que le pouvoir ne peut plus façonner seul le récit. Elle répond « Nous reprendrons la narration hors ligne ». Pendant ce temps, à 4000 km, Ibrahim Traoré observe les courbes. Il suit en temps réel l'effondrement, les pics VPN, les redémarrages en mode restreint, non pour accuser un camp, mais pour comprendre ce que révèle cette séquence. Une Afrique où le contrôle numérique devient un instrument de fragilité plutôt qu'un rempart, puis vient la retombée. Le matin s'installe sans signal, les rues se remplissent de slogans tracés à la craie, Kimyasio Amani. Les marchés se transforment en agora. Les étudiants improvisent des ateliers clandestins. La jeunesse respire autrement, comme si la panne avait ouvert un espace que personne n'avait prévu. Dans ce souffle nouveau, une certitude s'impose. Le blackout n'a pas brisé la voie, il l'a déplacée. Le premier chiffre qui structure cet épisode reste le plus brutal. Une chute de 90% du trafic en seulement 7 minutes, relevée de manière cohérente par les différents opérateurs tanzaniens. Ce pourcentage ne décrit pas une simple défaillance technique. Il témoigne d'un effondrement synchronisé, 100 ans de latence, incompatible avec une panne mécanique classique. La logique baseline delta montre ici un basculement instantané, typique d'une action centralisée plutôt que d'une série d'erreurs indépendantes. Cette variation brutale fait apparaître un fait simple. Un réseau ne s'effondre pas de manière identique sur tous ses nœuds sans une impulsion commune. Un second nombre éclaire l'étendue du choc. Un ralentissement supplémentaire de 42% dans les 24 heures suivantes, chiffre extrait des journaux techniques encore accessibles.
Cette baisse prolongée fonctionne comme une trace résiduelle, un faisceau d'indices montrant que la restauration du réseau ne suivait aucun schéma habituel de réparation. La persistance de cet affaissement suggère un contrôle actif de certaines passerelles ou une tentative d'étouffer les flux, plutôt qu'un simple redémarrage progressif des infrastructures. Le delta confirme que la panne n'a pas pris fin au moment où les autorités affirmaient un retour progressif à la normale. Un troisième point de référence apparaît du côté des utilisateurs. Les mesures indépendantes montrent une hausse de 310% des connexions VPN pendant la nuit et la matinée suivante. Ce bond traduit un comportement humain. Lorsque le canal officiel se ferme, les citoyens recréent des voies alternatives. L'augmentation agit comme un baromètre social. Plus la coupure est perçue comme dirigée, plus les tentatives de contournement explosent. Ce chiffre ne raconte pas seulement un usage technique, il cartographie la défiance. Les pics VPN indiquent ce que les mots hésitent à dire. La population ne croyait pas à l'explication d'une simple panne. Un dernier indicateur économique dévoile l'impact concret, une baisse de 38% des transactions mobiles en 3 jours et jusqu'à 60% pour les services de transfert d'argent. Cette contraction aggrave la fracture numérique entre quartiers populaires et zones diplomatiques mieux connectées. Les commerçants perdent leurs revenus quotidiens. Les chauffeurs se retrouvent incapables de travailler. Le delta économique, lui, ne ment jamais. Une panne peut être interprétée, mais un effondrement de chiffres financiers reflète implacablement les réalités vécues. Pendant que ces données circulent à voix basse entre ingénieurs, techniciens et observateurs extérieurs, un autre regard s'y superpose. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré demande à ses conseillers de compiler les relevés, non pour accuser un État voisin, mais pour comprendre ce que signifie un effacement capable de remodeler un pays en quelques minutes. Pour lui, ces chiffres dessinent une cartographie du pouvoir. Ils montrent où commence la peur institutionnelle et où s'élève la résilience citoyenne. Ils révèlent aussi une question centrale pour l'Afrique connectée. Jusqu'où un gouvernement peut-il contrôler le signal sans perdre le récit qui le légitime? Dans cette accumulation d'indicateurs, une conclusion se détache. Les nombres ne sont jamais spectaculaires. Pourtant ici, ils deviennent une dramaturgie silencieuse. Ils racontent comment une panne se transforme en acte politique et comment une société coupée de son propre réseau recommence à mesurer la vérité autrement. Les partisans du gouvernement tanzanien ont défendu, dès les premières heures, une lecture structurée et cohérente. Selon eux, la stabilité politique construite depuis 6 décennies justifiait des mesures exceptionnelles face aux menaces extérieures. Ils évoquaient la possibilité d'attaques numériques étrangères visant à ternir l'image du pays dans une région déjà traversée par des coups d'État. Leurs arguments mettaient en avant la nécessité de préserver l'ordre, de protéger les investissements stratégiques et d'empêcher la propagation de rumeurs susceptibles d'enflammer une jeunesse largement connectée. Pour ces responsables, la priorité n'était pas le confort numérique, mais la continuité institutionnelle. La coupure devenait alors un acte de prudence, un tampon temporaire destiné à reprendre la maîtrise d'un espace informationnel devenu instable. En face, les voix issues des campus, des rédactions indépendantes et des collectifs émergents ont développé une interprétation tout aussi structurée. Elle rappelait que les données de NetBlocks ne montraient aucune anomalie progressive, mais un effondrement simultané, un schéma incompatible avec l'idée d'une attaque extérieure isolée. Elle soulignait aussi que les vidéos d'Aïcha, les copies du message Kimyasio Amani et les milliers de partages clandestins formaient un corpus cohérent. La jeunesse ne réclamait ni chaos ni rupture, mais transparence. Les défenseurs de cette ligne insistaient sur un point essentiel. Le calme imposé ne crée pas la stabilité, il en masque seulement les failles. Entre ces deux visions, une distance profonde se dessine. L'une fonde la légitimité sur la protection du pays, l'autre sur la clarté du récit. Pourtant, leur confrontation révèle une tension commune, la peur de perdre le contrôle, qu'il s'agisse de l'espace public ou de la confiance citoyenne. La réponse la plus solide se trouve dans les faits eux-mêmes. Les chiffres, chute de 90%, ralentissement prolongé, explosion des VPN, indiquent un effacement coordonné, méthodique, difficile à attribuer à une entité extérieure. Ils montrent aussi comment la jeunesse, loin de chercher la rupture, a transformé le vide imposé en réseau parallèle.
Cette double lecture souligne un enjeu plus large. Un pouvoir peut tenter de verrouiller la parole, mais il ne peut ignorer la dynamique sociale qui naît dans le silence. Le silence parlait déjà. Il ne décrivait plus seulement une absence de réseau, mais la naissance d'un autre type de circulation. Un système où les câbles devenaient secondaires et où les corps, les voix, les gestes prenaient la relève. Dans les quartiers les plus touchés, là où les écrans restaient noirs plus longtemps que dans les zones diplomatiques, les marchés s'organisaient spontanément en relais d'information. Chaque vendeur devenait une interface, chaque trajet en bus une passerelle. La panne cessait d'être un effondrement, elle devenait une matrice. Ce basculement changeait brusquement la dynamique. Le pouvoir misait sur le silence numérique, mais le vide technique révélait une densité humaine inattendue. Les relais improvisés, les messages recopiés à la main, les clés USB qui passaient de poche en poche montraient que la rupture du réseau n'avait pas tari la circulation du sens. Au contraire, elle l'avait densifiée. Et pendant que le gouvernement répétait un discours de calme maîtrisé, un autre récit prenait forme. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait cette montée d'ingéniosité inattendue. Pour lui, elle marquait un tournant. La Tanzanie ne vivait pas seulement une panne, mais une démonstration involontaire de résilience collective. Le réseau humain révélait ce que les chiffres seuls ne pouvaient dire. Un continent capable de respirer même quand on lui coupe le souffle. Dans cette moitié du récit, le point de bascule est clair. La technique s'efface, la conscience s'élève. Les effets concrets de la panne se sont révélés différemment selon les groupes sociaux. Chaque catégorie a absorbé l'impact selon ses ressources, son exposition et sa capacité à contourner le silence forcé. Les données disponibles ne couvrent pas tous les segments de population, mais elles permettent de dégager 4 trajectoires distinctes. Dans les quartiers les plus défavorisés de Dar es Salaam, la coupure a provoqué la plus grande distorsion, 3 heures d'accès par jour, contre près de 9 dans les zones diplomatiques. Cette asymétrie a renforcé une fracture déjà visible. Les habitants se sont tournés vers les marchés et les églises, transformés en relais d'information spontanée. La rue redevenait un espace de circulation du sens, un journalisme oral qui compensait l'absence de signal. Pour beaucoup, cette réorganisation n'était pas un choix, mais une nécessité née de la privation numérique. Sur le plan économique, le choc s'est manifesté immédiatement, car 38% de baisse des transactions mobiles en 3 jours et jusqu'à 60% pour les services de transfert d'argent. Les vendeurs ambulants ont perdu la majorité de leurs ventes quotidiennes. Les chauffeurs privés de géolocalisation et de paiement numérique, ont dû improviser des circuits de confiance reposant uniquement sur la voix et la réputation. Dans un système où l'économie informelle dépend du mobile, la panne a exposé la dépendance structurelle à des infrastructures extérieures. Les pertes n'ont pas été seulement financières. Elles ont mis en lumière une vulnérabilité industrielle. Du côté institutionnel, la réaction s'est faite dans un mélange de repli et d'urgence, car à Dodoma, les serveurs diplomatiques ont été coupés pour entretien, tandis que des comités improvisés tentèrent de produire un récit cohérent. 17 serveurs principaux redémarrés en mode restreint ont illustré la difficulté à restaurer une autorité technique affaiblie. Les fonctionnaires ont été forcés de travailler hors ligne, découvrant qu'ils pouvaient parfois opérer plus librement sans surveillance numérique constante. Ce paradoxe a mis à nu un État cherchant à préserver son image tout en perdant une partie de sa maîtrise interne. À l'échelle régionale, les répercussions se sont étendues bien au-delà de la Tanzanie, montrant que les campus kenyans, ghanéens et sénégalais ont partagé massivement les images d'Aïcha, transformant un incident national en conversation transcontinentale. Les hashtags MabUAZ et Moi Traoré parle pour l'Afrique se sont diffusés comme un vocabulaire commun de dignité et de transparence. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a perçu dans cette dynamique un glissement politique, la naissance d'une diplomatie du peuple où les récits franchissent les frontières plus vite que les communiqués officiels. Cette propagation révèle que la panne tanzanienne est devenue un précédent, un avertissement partagé sur la fragilité des souverainetés numériques. À travers ces 4 prismes, un constat se dégage. Ce blackout n'a pas seulement modifié un pays, il a redistribué les rapports entre citoyens, économie, institutions et régions. La panne n'a pas éteint la parole. Elle a révélé où chaque acteur plaçait sa confiance, son risque et son avenir.
Les mois qui suivent une panne aussi structurante dessinent toujours plusieurs trajectoires possibles. La Tanzanie se trouve désormais au point où chaque décision technique, politique ou sociale peut rediriger l'ensemble du système. Les données disponibles, les réactions institutionnelles et les signaux venus de la rue permettent d'imaginer 3 horizons distincts. Aucun ne s'impose comme fatalité. Chacun dépendra de la manière dont le pays négociera l'articulation entre contrôle, confiance et transparence. Dans une première perspective, l'État pourrait chercher à maintenir une narration d'ordre et de continuité, ou, si le gouvernement poursuit une gestion centralisée du réseau, alors les plateformes étrangères continueront de coopérer à une surveillance serrée des flux. Les infrastructures se stabilisent, mais la confiance reste fragile. Les entreprises reprennent leurs activités, tout en intégrant le risque d'une future coupure. Les citoyens adaptent leurs usages, alternant entre réseaux officiels et solutions de contournement. Le pays respire, mais sous la forme d'un souffle mesuré, encadré, presque administratif. Dans un second horizon possible, une pression régionale accompagnée d'un dialogue avec l'Union africaine pourrait ouvrir une fenêtre inattendue où, si les autorités acceptent d'intégrer les jeunes ingénieurs issus du mouvement UAZ, alors une réforme structurelle devient possible. Les universités se transforment en laboratoires civiques où l'expression devient ressource économique plutôt que menace politique. Les infrastructures se renforcent, les lois s'harmonisent avec celles des pays voisins, et une culture de transparence émerge lentement. Les tensions persistent, mais le pays réinvente sa relation entre État et citoyen. La panne, dans ce scénario, sert de point de départ plutôt que de cicatrice. Dans un scénario plus sombre, les élites pourraient réagir par la crispation, ce qui impliquerait que si le pouvoir cherche à verrouiller davantage l'espace numérique, alors l'effet boomerang s'amplifie rapidement. Les investisseurs se retirent, les talents migrent, le réseau se morcelle en zones contrôlées, chacune développant ses circuits parallèles. Les autorités continuent de penser qu'elles étouffent la contestation, en réalité elles accélèrent la prolifération de micro-réseaux incontrôlables. L'État parle de stabilité, mais le pays entre dans une forme de solitude technique où le pouvoir parle seul et où la société cesse d'écouter. À travers ces 3 scénarios, une leçon domine. Si la panne a testé la solidité d'un pays, elle interroge désormais la capacité d'un continent à définir son propre avenir numérique. Entre les signaux officiels et les réseaux humains révélés dans le vide, l'enjeu devient clair. Qui détient le récit lorsque l'écran s'éteint ? Les répercussions du blackout tanzanien dépassent largement les frontières du pays. Elles concernent désormais chaque spectateur africain, quel que soit son quotidien. 3 profils émergent, chacun révélant une manière différente de recevoir, comprendre et transformer l'événement. Pour la jeunesse universitaire, cette panne devient une démonstration que la parole circule même lorsque la technique s'effondre. Les vidéos d'Aïcha, partagées puis recopiées jusqu'à Nairobi ou Accra, ont montré qu'un simple message peut devenir une ressource civique. Pour ces jeunes, l'enjeu n'est pas la révolte, mais la maîtrise. Savoir comment transmettre une information lorsque les outils disparaissent. Une suggestion s'impose alors. Documenter systématiquement les moments de rupture, même hors ligne, pour éviter qu'un vide impose son récit. Pour les entrepreneurs et travailleurs dépendant des transactions mobiles, il apparaît désormais clairement que la fragilité des chaînes dont ils pensaient maîtriser chaque maillon. La baisse de 38%, puis 60% dans certains secteurs n'a pas seulement affecté leurs revenus, elle a montré la dépendance à des infrastructures étrangères ou centralisées. Pour eux, la question devient pratique. Comment diversifier les outils sans multiplier les risques ? Une piste consiste à développer des systèmes hybrides, capables de fonctionner temporairement hors réseau. Pour les familles, les vendeurs et les chauffeurs, ce blackout a rappelé que l'information ne se réduit jamais à une application. Les marchés sont redevenus des salles de rédaction spontanées, les rues des lieux de vérification collective. Ce retour à des formes anciennes d'échange montre que chacun peut tenir un rôle minimal, vérifier avant de relayer, écouter avant de conclure, prêter sa voix lorsque le signal se tait. À travers ces 3 regards, une même vérité affleure. La panne n'a pas seulement coupé un pays, elle a redéfini la responsabilité individuelle face à ce que l'on choisit de voir, de dire et de transmettre.
Dans les mois qui suivent une rupture aussi profonde, la question n'est plus de savoir pourquoi la panne a eu lieu, mais comment elle peut devenir un point d'appui. Les initiateurs du mouvement UAZ, les universitaires, les juristes et les ingénieurs ont esquissé une feuille de route en 5 étapes pensées pour transformer une expérience imposée en stratégie durable. Chacune de ces étapes propose un acteur, un horizon temporel et un indicateur mesurable. Selon une première orientation, les étudiants et ingénieurs locaux peuvent envisager de mettre en place des systèmes capables de fonctionner sans infrastructure centrale. À court terme, cela signifie créer des points Wi-Fi autonomes dans les campus. À moyen terme, la réussite se mesure au nombre de relais actifs capables d'opérer en cas de coupure. Parallèlement, juristes, chercheurs et techniciens peuvent entreprendre de recenser les interruptions, publier des rapports trimestriels et comparer les données avec les pays voisins. Le critère d'efficacité repose sur la régularité des rapports et le volume d'incidents documentés. Sur le plan politique, les États de la région, des États de la région, du Sahel au Golfe de Guinée, pourraient partager leur cadre juridique pour défendre un espace numérique commun. L'indicateur clé demeure l'adoption de textes convergents validés au niveau continental. Les ateliers clandestins nés pendant la panne pourraient évoluer pour devenir des programmes réguliers, apprendre à coder, à chiffrer, à documenter. Le progrès se lit dans le nombre de participants certifiés. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré souligne que la technologie sans âme produit une nouvelle dépendance. Cette dimension peut guider les institutions. Intégrer dans chaque réforme un volet sur la dignité, la responsabilité et la transparence. L'impact se mesure dans la capacité des citoyens à comprendre, contester ou valider les décisions techniques. À travers ces 5 gestes, une même direction apparaît. Transformer le silence subi en compétence partagée. La flamme d'Aïcha brûle encore sur les marges de l'université de Dar es Salaam. Chaque nuit, quelqu'un y dépose une bougie anonyme, sans slogan, sans bannière, seulement cette lueur obstinée qui rappelle qu'un souffle humain peut survivre à n'importe quel blackout. Les étudiants passent, certains s'arrêtent, d'autres murmurent une prière brève, comme si cette lumière fragile devenait une archive vivante de ce qu'ils ont refusé d'oublier. L'image circule à nouveau, portée par des téléphones clandestins, par des clés USB, par des regards. Elle franchit les frontières en silence jusqu'à atteindre Ouagadougou. Là, dans son bureau, Ibrahim Traoré la contemple longuement avant de prononcer une phrase simple. La dignité ne se décrète pas, elle se prouve. Ces mots, sobres et calmes, résonnent comme un écho à la détermination d'Aïcha. Entre eux deux, il n'y a ni hiérarchie ni distance. Seulement un fil invisible, celui de ceux qui choisissent encore de respirer librement. Lorsque la flamme vacille dans le vent du soir, chacun comprend qu'elle ne s'éteint pas. Elle apprend à résister. Le calme revenu à Dar es Salaam ne ressemble plus à celui d'hier. Sous la surface, quelque chose circule encore. Un écho léger, un mot retenu, une mémoire collective qui cherche sa place. La jeunesse tanzanienne ne réclame pas la rupture. Elle demande simplement que son attention soit entendue. Les images partagées à travers le continent ont montré que l'expérience d'un pays peut devenir le miroir d'un autre. Elles ont rappelé aussi que la liberté ne tient pas seulement à la qualité d'un réseau, mais à la relation que chacun entretient avec la vérité. Dans ce contexte, la conversation ne s'achève pas avec le rétablissement d'un signal. Elle commence précisément là où les écrans cessent de dicter le rythme. Les marchés, les campus, les rues, les foyers deviennent autant d'espaces où chacun peut choisir ce qu'il transmet, confronte ou protège. Cette responsabilité discrète appartient à tous, qu'il s'agisse d'un étudiant, d'un commerçant ou d'un parent. Alors une question demeure, simple, ouverte, sans injonction. Comment souhaitons-nous répondre la prochaine fois que le silence frappera à notre porte ?